Confession. C'est très intimidant, la première confession, comme toutes les subséquentes d'ailleurs. D'abord, il y a l'odeur de l'encens qui se mêle à la mauvaise haleine du confesseur. Et les deux odeurs empestent dans cet isoloir exigu. Quand j'ai eu 7 ans, l'âge de raison, j'ai eu le droit à la confession. Comme à 18 ans, j'ai eu le droit à la boisson. Mais pour une fille, la première fois qu'on se confesse, là, c'est comme perdre sa virginité, parce qu'il faut s'ouvrir devant un homme et lui donner l'impression qu'il nous fait du bien. C'est ça, la confession. Mesdames et messieurs, littéraires, littéraux, littéral et littéraire, vous avez entendu la voix de Daniel Vallée. Ici Éric Charlebois, je vous souhaite la bienvenue à Les Paroles restent, cette émission qui permet inversement à nos invités de voir leurs écrits s'envoler. Daniel Vallée, tu es une auteure, tu es une conteuse, tu es une femme de scène, une bête de scène, une femme de théâtre. Effrayant. Tu es à Ottawa, tu es originaire d'Ottawa, tu mènes d'ailleurs beaucoup de projets à Ottawa. Daniel, je me permets de le dire, là, j'ai l'impression que chacun des titres que tu as signés a été finaliste et ou lauréat à des prix. Ma foi, si le décompte est bon, tu as été finaliste au prix Le Droit 5 fois, finaliste au Trillium 3 fois, finaliste au prix de la ville d'Ottawa, Ottawa-Carleton 2 fois. Tu as été lauréate du prix des lecteurs Radio-Canada et lauréate aussi du prix Découverte, donc de la RISAF, si je ne me trompe pas. Oui, c'est vrai. Il me semble donc que c'est primé chaque fois que quelque chose sort. C'est un immense plaisir pour nous de t'avoir à l'émission. Bien, j'ai été chanceuse, je pense, parce que j'ai additionné ça, là, puis j'ai été 13 fois finaliste. C'est incroyable. Mais je ne sais pas si c'est de la chance, 13 fois, là, par exemple. Oh! Faudrait considérer ça. Écoute. Mais 13 fois, je me dis, vaut mieux être 13 fois finaliste que juste une fois lauréate. Fait que je suis bien contente de ça. Mais être finaliste, juste pour le bien des téléspectateurs et puis le bien fondé de la chose, être finaliste, être lauréat, c'est aussi l'affaire d'un jury et Oui. de la reconnaissance par les pairs. Donc, tu le dis humblement, c'est de la chance. Moi, je te dis que c'est pas de la chance. C'est dire que tes pairs, c'est-à-dire les écrivains, les mondes du milieu, Oui. aiment énormément ce que tu fais. Autant en tant que conteuse qu'évidemment en tant qu'écrivaine. Bien, c'est ça que je souhaite, que les gens aiment ça, sinon hein, on ne le ferait pas. Puis moi, de me retrouver finaliste avec d'autres auteurs aussi, ça aussi, c'est... Parce qu'on n'a pas tant de contact avec les autres auteurs, puis quand tu es finaliste, bien là, tu te dis, bon, on est 3, on est 5, puis c'est une concurrence loyale. C'est un extrait de Sous la jupe que tu nous as Oui, c'est un lu. extrait de Sous la jupe. Très beau, truculent, je me permets de te le dire. Daniel, parle, on tourne. Tu tournes la roue, il y a une aiguille. Là où s'arrête l'aiguille, c'est l'une de 12 disciplines. Et tout ce que tu as à faire, ben, c'est de nous raconter comment ça inspire soit ton quotidien, soit l'acte d'écriture qu'est le tien. Ah, mon Dieu, que la chance. Et on est à milieu urbain. Ben oui, ça donne Ça bien. fait un bizarre de twist. On est à milieu urbain. Donc, Daniel, dis-nous, comment le milieu urbain t'inspire-t-il? Moi, je dois admettre là, que le milieu urbain, dans ma vie quotidienne, puis dans mes écrits, c'est la plus grande source d'inspiration pour moi. Dans ma vie quotidienne, je vis dans un quartier populaire, hein, je vis à Vanier. OK. Et puis, dans ma rue, dans ma fenêtre, il s'en passe des choses. Puis, je suis toujours devant ma fenêtre parce que j'ai l'écran de l'ordinateur, puis j'ai ma fenêtre qui est comme un écran de cinéma. Tout ce qui se passe là, moi, je le ramasse, puis des fois, je prends des notes, je vois des choses qui arrivent, que ce soit les prostituées, il y a de tout. Il y a des gens très, très bien, il y a des enfants, il y a des chiens, il y a des chats, il y a des drogués, il y a de la police, il y a de tout. Puis c'est vraiment de ça que je m'inspire. Puis j'ai écrit le livre Le 2, justement, parce que je prenais l'autobus, puis c'est des anecdotes qui sont vraiment passées dans l'autobus. Parle-nous du 2 en plus de détails. C'est un immense projet. Est-ce que je peux l'ouvrir? Oui. Je veux quand même qu'on voit ce que fait Daniel. Ce que fait Daniel, c'est en transdisciplinarité, donc c'est visuellement sublime aussi. Et il me semble que c'est un recueil qui ne vieillit pas. C'est un recueil que tu n'hésites pas encore à présenter
dont tu n'hésites pas à présenter des extraits. Tu l'aimes encore? Ah, je l'aime encore, puis je prends plus l'autobus depuis ce temps-là parce que là, je suis plus capable de la prendre. C'est pas toujours drôle dans l'autobus. Hein? Puis j'arrivais chez nous ce soir, puis je racontais ça à mon mari. Aujourd'hui, tu sais pas quel imbécile, il est venu s'asseoir à côté de moi, puis blablabla, il sentait le saucisson, puis le vin, puis... Il dit, arrête de me raconter ces histoires-là, écris-les. Puis c'est vraiment comme ça que j'ai décidé de tout écrire. Je pense qu'il y en avait 5. À la suite des exhortations de ton époux? Oui, puis c'est des faits réels, je le jure. Puis ensuite, j'ai parlé à mon ami Christian Kennel, qui est BDiste, puis j'ai demandé, est-ce que tu aimerais ça illustrer ça? Puis lui, il a illustré ça de façon magistrale, je trouve. Là. Il est sublime. C'est un de ses livres intemporels, puis on ne peut pas le dire de tous les livres, loin de là. Écoute, moi, je me permets de le dire. Je suis fière de mon Sublime, livre. tout à fait sublime. Écoute, toujours dans le milieu urbain, sur une note peut-être un peu plus sérieuse, est-ce que parfois tu te sens un peu moins en sécurité, cela dit? Je me sens pas moins en sécurité. En fait, je ne sortirai plus le soir à Vanier, maintenant. Je l'ai déjà fait, j'allais à des réunions, je sortais, j'avais allé promener le chien. Même là, avec le chien, qui est un immense bouvier des Flandres, j'ose pas parce que j'ai peur pour elle. OK. Wow. OK. Donc ce qu'on raconte au sujet de Vanier, c'est pas toujours exagéré. C'est pas toujours exagéré, mais moi, je dois admettre que dans mon quartier, parfois, là, il y a juste un logis où il y a de la drogue, de la prostitution, mais c'est toujours celui-là qu'on identifie puis qu'on dit « Vanier, c'est ça ». C'est pas vrai. Moi, j'ai plein de voisins là, avec qui on s'entend bien puis qu'on s'amuse, puis il y a de la collaboration. Moi, je l'aime, mon quartier, puis je changerais pas. Je suis content de te l'entendre dire. C'est un quartier que j'aime beaucoup moi-même. Oui. J'ai de la famille qui habite Vanier C'est vrai? aussi. Raconter Vanier, donc, ça gravitait aussi autour de ça, je présume. Exactement. Pour démystifier, donc, cette perception populiste qu'on a d'un quartier dit populaire. C'est ça, puis exactement ce que tu dis là, moi, je l'ai remarqué beaucoup quand il y a eu le lancement du livre « Racontez-moi Vanier », là. Tous les gens qui étaient là, il y avait beaucoup de monde. C'était complet, plein. Et je me disais, c'est ça, Vanier aussi. Si les gens qui critiquent Vanier tout le temps, puis que Vanier, c'est les bas-fonds d'Ottawa, la poubelle d'Ottawa, c'est pas vrai. Il y a plein de bonnes gens et de bonnes personnes. Puis il y a plein d'auteurs, il y a plein de gens du milieu culturel qui vivent là. Oui. Tu sais, mais c'est pas... Et c'est inspirant. C'est très inspirant. Et voilà. Ça, c'est vrai. Daniel, ton corps est un écrin. Oh! Ton corps est un écrin. Voici la superbe commode. Tu vois qu'il y a 3 rangées de tiroirs. La rangée du haut, ce sont les tiroirs de la tête, de la raison, de l'esprit ou de la logique. Les tiroirs du centre, ce sont les tiroirs des sens, donc de la perception sensorielle. Et les tiroirs du bas, ce sont les tiroirs du cœur, donc de la dimension affective, émotive. Je vais prendre un bijou en lien avec les sens dans le deuxième tiroir. Le tiroir du centre, parfaitement. Voici la question, ma chère. Daniel Vallée, quel est ton talent le plus caché? Oh mon Dieu, mon talent caché. J'en ai pas. Ils sont tous bien exposés. Ils sont tous révélés? Le peu que j'ai, j'essaie de les montrer, c'est ça mon Que c'est affaire. bien dit, que c'est bien dit. Pas le peu, mais tu n'hésites pas à les manifester. Non, je n'hésiterai pas, non. Super. On continue. Tête, Je sens, vais cœur. prendre le cœur, Oui. le dernier. Le dernier. Daniel, quelle est ta conception de l'amitié? Mon Dieu, c'est donc une belle question, ça. L'amitié, là, c'est tellement important pour moi, là. C'est une question tellement d'intégrité, de respect, beaucoup de respect de l'autre, le respect mutuel qui intervient là-dedans, évidemment. Moi, l'amitié, je vois ça avec les gens, avec les animaux, avec... C'est vrai, l'amitié, c'est avec tout. Tu sais, tu rencontres un chien qui est sympathique, là, tu deviens son ami, puis il vient te voir après parce qu'il te reconnaît. Mais ça veut dire que c'est avec tout ce qui se passe dans le monde aussi, l'amitié, avec même des gens que tu vois à la télé puis que tu admires. Il se crée comme un lien d'amitié, même si lui ne te connaît pas. Et bon, puisque tu parles des animaux, ils sont très présents.
Oui. Dans Debout sur la tête d'un chat, je présume que c'est inspiré de cette amitié profonde et étroite-là que tu entretiens avec les animaux. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup les animaux. Je suis une folle d'animaux. Puis on dirait que les animaux me le rendent aussi. Tu sais, ils ont tendance à venir vers toi quand ils sentent que tu as une espèce de petit instinct félin ou canin, en quelque part. Là. Donc, c'est le mutuel de la chose, finalement. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Superbe. On va bien? On va bien? On continue avec les sens encore. Tiens, le premier. Oui, le premier. C'est pas la tête, ça? Oui, tu as raison. Que fais-je? Le premier de la deuxième. Voici. Oh, Daniel, j'ai hâte d'entendre ça. Quelle est la chose la plus belle que tu aies perçue? Soit avec l'ouïe, soit avec l'odorat ou avec la vue? Je dirais que c'est presque toujours avec la vue. Puis je dois admettre que je suis immensément touchée par ce qui se passe dans mon quartier parce que je l'ai toujours en face, disons-le clairement. C'est tout ce qui se passe de beau et de mauvais qui me touche. J'avais chez nous, il y a quelques années, toujours les 3 mêmes prostituées sur le trottoir. Puis c'était 3 filles qui avaient l'air d'avoir un lien amitié entre elles. Là. Puis je les voyais souvent maganées par la drogue, par le crack qu'elles fumaient. Je les voyais même venir dans ma cour fumer leur crack dans leur petit tuyau de verre. Là. Et puis il y en a une de celles-là, à un moment donné, qui est disparue. C'était une autochtone. Et puis j'allais promener mon chien le matin, puis j'ai rencontré sa mère, par hasard, qui avait une photo de cette prostituée-là. Puis elle m'a dit, « Est-ce que vous l'avez déjà vue? » J'ai dit, « Oui, je l'ai déjà vue, mais je me souviens pas quand la dernière fois. » Puis elle m'a dit, « C'est ma fille, on la cherche. » Puis j'ai dit, « Ben, je peux pas vous aider. » Je suis rentrée chez nous, puis le lendemain, il l'avait trouvée dans le journal. Elle avait été assassinée dans le parc de la Gatineau. Puis le coupable n'a jamais été trouvé. Mais je revois souvent cette image-là. Ces 3 filles-là, je m'y étais attachée. Même des fois, là, j'avais envie de leur dire « Hey, venez donc prendre un café, là, réchauffez-vous. » Mais je me disais « Ils n'en veulent pas de mon café, c'est pas ça qu'ils veulent. » Là, mais cette image-là m'a toujours restée. Donc, tu es en train de nous dire qu'il y a une beauté dans le paradoxe même? Oui, c'est exactement ça. Quand les choses te touchent, c'est sûr que ça m'a fait immensément de peine de savoir ça, puis de vivre ça. Mais de fait d'avoir rencontré sa mère, là, qui la cherchait, je trouvais ça quelque chose d'émouvant et de touchant. Là. Beau même dans le malheur, tu sais. Une belle définition de la beauté. Très belle définition. Et là, ben, il faut le rappeler, cette beauté-là a une profondeur. Oui, c'est ça. Tu y confères cette profondeur-là. Ah, ben, regardons ça. Oh, je pense qu'on a le temps pour un autre tiroir. OK, la tête, j'ai pas touché à la Oui, tête. t'as pas touché la tête? Hey, à la tête. Lequel des 3? Je vais prendre le milieu encore. Oui. Daniel Vallée, quelle est pour toi toute la force de l'imaginaire? C'est fort, l'imaginaire. En tout cas, dans mon cas, c'est fou, là. Quand j'écris, là, des fois, là, je suis obligée de me dire arrête un peu, là. Tu sais, quand tu as un personnage, tu décris un personnage, puis là, ça va bien, puis tu mets des belles descriptions, puis tu y mets des sentiments, et ça va. Puis, tout à coup, là, ça se met à partir, le moteur part. Puis là, le personnage, il court plus vite que toi, là. Puis tu essaies de l'arrêter parce que tu as tellement à dire sur lui, là. L'imagination, là, c'est ce qu'on appelle débordant, là, je pense. Ah, quand ça m'arrive, ça, là je suis à l'ordinateur, puis je prends même un crayon pour prendre des notes à côté parce qu'il y en a trop, là, tu sais. Fait que moi, je trouve que c'est grave, l'imagination. C'est hyper intéressant. L'imaginaire, tu m'as dit. Ah oui, mais à la lumière de ce que tu nous as dit tout à l'heure, à savoir que, comme tu es aussi conteuse, je le rappelle, tu t'accroches énormément à du vécu, à du béton. Et là, tu nous décris l'imaginaire avec une telle force aussi. Donc, à un moment donné, il y a coexistence qui doit se passer. Puis ça se déroule comment, à ton esprit? Bien, souvent, on fait des spectacles là, avec mon conjoint qui est musicien, qui est saxophoniste. Et puis, je prends mes textes, puis
je prends les textes qui sont écrits. Évidemment, c'est pas la même chose que quand tu les livres sur scène. Puis là, je les reconstruis pour les mettre en scène. Ah, C'est comme ça que ça se passe. Ben là, ils deviennent plus vivants. C'est moi qui deviens le personnage là, à ce moment-là. tu incarnes. Ça, oui, ça, j'adore ça, faire ça. Là. Ça donne une plus longue vie aux écrits aussi quand on le fait comme ça. Là. Et inversement, la fidélité à l'égard de la réalité, t'en penses quoi? Est-ce que cette réalité-là, elle est faite pour être déformée un tout petit peu, si on fait de la littérature? Ah, ben oui, Oui. ben oui, il faut en ajouter. Il n'y en a jamais assez, moi, je trouve. Il faut en ajouter. Et je pense que je te connais assez bien pour ajouter que tant et aussi longtemps que c'est crédible. Oui, 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 oui. Je ne vais pas dans l'impossible, là. Jamais. Là. Je ne vais pas dans les films inventés, puis avec des monstres. Là. Il n'y en aura pas dans mes histoires. Souvent, l'homme va être un monstre ou la femme va être une monstresse. Mais non, je ne vais pas dans ces courants-là. Il reste une réalité. Puis j'essaie que ce soit touchant. L'année passée, j'avais fait un spectacle à la 4e salle du CNA, puis c'était un spectacle vraiment... il y avait beaucoup d'humour, mais c'était plutôt dramatique, je dirais. Puis je commence mon spectacle dramatiquement avec la musique sombre. Les gens se mettent à rire. Mais là, j'en revenais pas qu'ils riaient. Bien, s'il y avait des petits... Ils pouvaient rire un peu, mais là, j'étais obligée d'arrêter le spectacle. J'ai dit, vous n'êtes pas supposé de rire ici, là, c'est triste, là. Puis là, ils riaient encore plus. Mais ça a bien été, ils ont compris. Ils riaient avec raison. C'est un petit humour fin, là, mais qu'ils ont saisi tout de suite. Là. Mais là, écoute, on n'est pas en spectacle, on est en plein dans tes viscères, mais il faut quand même